Donc, dans ma communication préliminaire à la journée, je vais essayer de vous faire quelques rappels en fait, sur les problèmes de carbone dans l'océan ou dans le système Terre, vous donner en fait une perspective aussi paléoclimatique à long terme sur ces aspects, mais au départ, il est de bon ton et important en fait, de rappeler finalement le pourquoi aussi de beaucoup de ces recherches depuis pratiquement plusieurs décennies. Et tout est lié finalement aussi à nos rejets en fait, de gaz carbonique liés à nos activités à l'échelle mondiale. Et sur ce panneau, en fait, j'ai résumé les compilations qui sont réalisées par le groupe, le Global Carbon Project, un groupe de scientifiques qui établit chaque année des compilations sur le sujet. Ce qui est représenté en fait sur ces deux panneaux, ce sont les flux globaux de CO2 que l'on peut exprimer en gigatonnes de carbone par an ou en pétagrammes, 10 puissance 15 grammes. Il suffit de multiplier par 3,7 pour avoir l'équivalent en masse de CO2. Et sur le panneau de gauche, en fait, vous sont représentées les émissions de carbone fossile. À l'heure actuelle, en 2020, nous émettons collectivement, à l'échelle de la planète, une dizaine de gigatonnes de carbone par an. Et il ne faut pas oublier une autre contribution anthropique, qui est celle de la déforestation, de la dégradation des sols, de l'utilisation des sols, qui est plus faible au point de vue flux, au point de vue injection dans l'atmosphère, mais qui correspond tout de même à des chiffres de l'ordre de 1 à 2 gigatonnes de carbone par an. C'est quelque chose qui évolue lentement, en tout cas pour les émissions de carbone fossile, essentiellement liées à la combustion de pétrole, de charbon, gaz naturel, etc. Les émissions augmentent continuellement, pratiquement, depuis des décennies, comme vous pouvez le voir. Donc, à l'heure actuelle, nous émettons collectivement à peu près 12 gigatonnes de carbone par an. C'est indéniablement la cause principale, enfin la cause quasi exclusive en fait, de l'augmentation qui est observée du gaz carbonique atmosphérique. Alors classiquement, on peut montrer, il y a beaucoup de stations de collecte en fait, de gaz carbonique et de mesure de gaz carbonique à l'échelle de la planète. Ici, ce qui est représenté, en fait, c'est la plus longue série temporelle de mesures directes dans l'atmosphère qui a été établie par Dave Keeling dans la fin des années 50 à Mauna Loa, à Hawaï, et ce que l'on voit, en fait, c'est une énorme augmentation de l'ordre de 100 ppm en 60 ans, ce que vous pouvez voir ici avec des fluctuations saisonnières, mais globalement, quand on regarde l'augmentation, on voit une augmentation de l'ordre de 320. À l'heure actuelle, on est pratiquement à 420 parties par million, c'est-à-dire 0,04%. C'est peu, mais le gaz carbonique, comme vous le savez, est un gaz à effet de serre, et même à ces concentrations, il a une influence, je vais le rappeler, sur le bilan radiatif de la Terre. Alors, cette perturbation anthropique liée à nos activités, eh bien, elle n'a pas commencé en 1958, bien évidemment, elle a commencé au début de l'ère industrielle, peut-être, enfin, probablement aussi avant, mais bon, le principal facteur commence quand même au début du 19e siècle, et pour remonter dans le temps, pour reconstituer une courbe continue depuis la période pré-industrielle, il est possible en fait d'utiliser, de mesurer la pression partielle de CO2 dans des bulles d'air, ici dans des bulles d'air contenues dans des glaces polaires. Donc les scientifiques, les glaciologues en particulier, vont forer des glaces en Antarctique en particulier et récupérer ces petites bulles, ici une vue d'un échantillon de glace où on voit une myriade de petites bulles dans lesquelles il est possible de mesurer ce P de CO2 et de reconstituer le complément de la courbe de Mauna Loa, comme vous le voyez ici sur ce graphique, en fonction du temps, avec des concentrations qui vont atteindre un état pré-industriel de l'ordre de 280 ppm, parties par million, alors qu'à l'heure actuelle, nous en sommes à 420. Donc on a une courbe complète qui montre l'anomalie qui est liée justement à nos activités. Comme je vous l'ai dit, 0,04% c'est peu, mais en fait le CO2, le gaz carbonique, est un gaz à effet de serre qui est important, à la fois à l'état naturel, il est concentré naturellement, il était présent avant la perturbation anthropique, et c'est un gaz à effet de serre qui est important pour l'effet de serre naturel, qui représente à peu près 26% sur ce diagramme. Mais par contre, ce qui est important à l'heure actuelle, c'est la perturbation qui vient
finalement dominer à l'heure actuelle l'influence sur le bilan radiatif terrestre, et c'est ce qui est représenté ici à droite, c'est le petit excès, et encore une fois c'est un problème de baignoire et de robinet, c'est-à-dire que dès qu'on augmente le flux, un flux qui est à l'équilibre, c'est clair que la baignoire va augmenter son niveau, et donc c'est la même chose finalement avec ces gaz à effet de serre. La perturbation en comparaison avec l'effet de serre total est relativement faible, mais elle est très importante parce qu'elle va perturber le bilan radiatif terrestre, et dans ce cas-là, l'effet de serre additionnel des gaz que nous injectons, il est dominé au moins pour la moitié par le gaz carbonique. Donc ce sont des rappels, mais qui sont très importants et qui sous-tendent en fait toutes les recherches qui sont effectuées sur ce sujet. Alors il est important aussi, pour mieux comprendre justement et prévoir le devenir du gaz carbonique anthropique, de regarder un peu plus finement et de comparer en fait, en particulier, les émissions avec l'augmentation de la teneur atmosphérique. Cette teneur atmosphérique, on peut la mesurer en termes de parties de concentration, donc ou en pression partielle, mais on peut aussi la convertir directement en gigatonnes de carbone dans l'atmosphère. Et c'est ce qui a été fait sur ce diagramme, en fait, sur le diagramme de gauche, qui représente la teneur atmosphérique convertie en pétagrammes de carbone ou gigatonnes de carbone en fonction du temps, qui est représentée ici avec la courbe noire, et la courbe qui représente les émissions de fuels fossiles, elle est représentée en pointillés. Et donc ce qu'il faut voir finalement, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a pratiquement la moitié du gaz carbonique émis par nos activités qui n'est plus dans l'atmosphère, qui a disparu de l'atmosphère. Bon, il n'y a pas d'incertitude, il y a quelques incertitudes, comme je vous l'ai montré, sur les émissions et autres, mais on est bien au-delà de ces incertitudes. Un autre point qui est très important justement pour déjà matérialiser le fait qu'il y a des puits de carbone, donc le CO2 que l'on injecte dans l'atmosphère, il va s'échapper vers d'autres réservoirs, eh bien, c'est le fait de représenter de façon très simple le taux d'accroissement annuel de gaz carbonique exprimé en ppm par an, donc directement en prenant la dérivée première de la courbe de Mauna Loa lissée. On peut voir que le taux annuel varie très notablement. Vous voyez ici, il varie entre pratiquement 0,3 jusqu'à 3 ppm par an, donc un facteur 10. Et ça met en évidence, ça nous aide à comprendre qu'il y a des puits de carbone qui vont partiellement vider le réservoir atmosphérique, et une dynamique qui est assez complexe, qui explique, en fait, il faudrait faire des cours entiers sur le sujet, on en a fait dans le passé, ce qui explique cette variabilité très importante de l'augmentation annuelle atmosphérique. Alors ce qui se passe, de façon très simple, c'est que les molécules de gaz carbonique, elles ne vont pas rester lorsqu'elles sont en excès, elles diffusent assez rapidement vers les autres réservoirs du cycle du carbone. L'atmosphère est une des composantes du cycle du carbone, mais il y en a d'autres. Il y a en particulier l'océan, la biosphère terrestre, etc., etc. C'est ce qui vous est résumé ici de façon très symbolisée. Les molécules en excès de gaz carbonique, ici, vont avoir tendance à rester un peu dans l'atmosphère, mais aussi à être reprises par la photosynthèse, en particulier sur les continents, par la biosphère terrestre, et d'autre part, à diffuser vers l'océan, se dissoudre de façon physico-chimique, essentiellement sous forme d'ion bicarbonate, et d'autre part aussi, dans une moindre mesure, être repris directement par la photosynthèse et repris par la biosphère marine. Alors, il s'agit d'un diagramme très imagé, mais en fait, cette diffusion et cette disparition du gaz carbonique vers les autres réservoirs explique justement ce déficit d'un facteur quasiment 2, d'un facteur 2. Nos émissions correspondent à beaucoup plus que ce qui reste dans l'atmosphère. Heureusement qu'il y a l'océan, entre guillemets, pour pomper ainsi que la biosphère terrestre. Sinon, la teneur en gaz carbonique atmosphérique serait beaucoup plus importante qu'elle l'est à l'heure actuelle. Alors, bien évidemment, on peut mettre des chiffres sur tout ce cycle du carbone. Ici, c'est un des résumés récents effectués par le GIEC sur ce cycle du carbone. Ici, chaque réservoir mentionne le stock de carbone pré-industriel, indiqué en noir. Donc l'atmosphère contenait à peu près 600 gigatonnes de carbone. La perturbation anthropique correspond au chiffre rouge, ici 240
gigatonnes ou pétagrammes de carbone. Et ce qu'il faut voir, c'est que les stocks de carbone dans ce cycle du carbone sont beaucoup plus importants pour d'autres réservoirs, notamment l'océan, dont nous allons parler aujourd'hui. On a en surface à peu près plus que ce qu'il y a dans l'atmosphère. On a 900 gigatonnes de carbone. Dans l'océan profond, c'est un facteur 60, 37 000 gigatonnes de carbone sont stockées naturellement dans l'océan profond. Et il y a effectivement perturbation de ces différentes composantes du système du cycle du carbone. Alors on peut aussi, il faut considérer, lorsqu'on fait un bilan complet, on ne peut pas se contenter de regarder une ou deux composantes, il faut regarder en fait tout le système, en particulier la biosphère terrestre, qui a une masse qui est très importante, qui est d'ailleurs pratiquement 100 fois plus importante que la biosphère marine, au point de vue stock sur le continent par rapport à ce qu'il y a dans l'océan. Alors, il y a depuis des décennies, en fait, les océanographes, les chimistes de l'océan ont calculer. Il y a plusieurs techniques. Il y a 5 techniques qui nous permettent en fait de véritablement faire des bilans sur l'invasion du gaz carbonique atmosphérique vers l'océan et qui donnent finalement le même message qui est résumé ici, encore une fois, dans le cadre de ce Global Carbon Project, avec une augmentation. Cette courbe représente en fait le puits océanique au cours du temps, depuis les années 60, qui est lié à plusieurs techniques et de nombreuses campagnes de mesure. On voit que ce puits océanique est très conséquent. À l'heure actuelle, il est de l'ordre de 2,5 gigatonnes de carbone par an. On entendra bien évidemment des actualisations aujourd'hui. Mais ce qui est important aussi, c'est que les océanographes ont le moyen aussi de regarder où est passé, en faisant des mesures, en particulier directement sur la teneur, sur les teneurs en gaz carbonique. Il est possible aussi de cartographier, d'inventorier ce CO2 anthropique qui se dissout. Bon, encore une fois, c'est pour ça qu'on l'appelle, enfin, j'y reviendrai, total CO2. Ce total CO2 anthropique, ici, est résumé sur cette carte, intégré sur la colonne d'eau. Et ce que l'on peut voir, c'est que, exprimé donc en mol par mètre carré, on peut voir qu'il y a une très grande hétérogénéité de la pénétration du gaz carbonique dans la colonne d'eau océanique. En particulier, on voit un maximum en Atlantique Nord, on voit aussi des maxima tout autour de la zone australe. Et pour un océanographe, on va voir que les choses sont relativement évidentes. Il y a à la fois diffusion et advection. Et cette advection, elle se fait à la faveur des courants marins, à la fois en surface et en profondeur. Et on reconnaît très rapidement des choses qui sont liées à la dynamique océanique. Alors, il est possible, et c'est ce qui est fait aussi dans le cadre de ce projet, de faire une compilation globale, de regarder l'évolution des flux de carbone à l'échelle de la planète pour les différentes composantes, à la fois les flux entrants liés aux émissions anthropiques, c'est ce qui est représenté en fonction du temps depuis le 19e siècle jusqu'à l'actuel, avec les émissions anthropiques, carbone fossile, déforestation, comme on l'a vu au cours du temps, et leur disparition ou leur stockage dans les différents réservoirs du système du cycle du carbone, notamment ce qui reste dans l'atmosphère, on l'a vu, donc qui est indiqué ici en bleu. D'autre part, l'océan, c'est finalement la même courbe que ce que je vous ai montré auparavant, que l'on peut continuer dans le passé. Et d'autre part, la biosphère terrestre, il y a aussi un effet de fertilisation et d'augmentation du stock de carbone dans cette biosphère terrestre. Alors la variabilité, encore une fois, je ne vais pas y revenir, je pense qu'on y reviendra peut-être aujourd'hui, mais une grande partie de la variabilité à court terme que l'on voit dans l'atmosphère est liée à des phénomènes d'échange avec la biosphère terrestre. Ce qu'il faut voir, c'est que le stockage, la séquestration océanique est beaucoup plus calme, l'évolution temporelle est moins saccadée, donc on a des variations, une augmentation continue finalement du stockage océanique qui est liée à cette perturbation par les carbones fossiles et la déforestation. Alors il est intéressant de regarder, d'avoir une perspective à long terme et de faire des bilans intégrés. C'est ce qui est fait en fait sur ces deux diagrammes qui résument un peu les choses. D'une part, sur toute la période depuis le début de l'ère industrielle, avec une comparaison sous forme d'histogramme, d'une part des émissions de carbone fossile et de déforestation. Alors ici, tout est exprimé en flux total et exprimé en gigatonnes de carbone. Donc à peu près 440 gigatonnes de carbone pour les carbones fossiles, à peu près 200 pour la déforestation, et en retour, il y a un stockage
du CO2 surnuméraire, enfin excédentaire, d'une part dans l'atmosphère. Ici, ce qui reste dans l'atmosphère correspond à 255 gigatonnes de carbone. Et heureusement qu'il y a, en fait, pour encore une fois l'effet de serre atmosphérique, d'autres réservoirs qui captent en partie ce CO2 anthropique. D'une part, la biosphère terrestre et les sols, avec cet effet de fertilisation en particulier, et d'autre part, l'océan, comme nous allons le voir. Alors, ce diagramme, il est intéressant parce qu'il donne une perspective, en fait, sur le pompage océanique. Quand on regarde, finalement, les choses de loin, sur toute la période depuis le début de l'ère industrielle, on voit que, quand on regarde la déforestation, ce qui s'est passé sur le continent, on a les effets de la déforestation et du pompage par la biosphère et les sols, on voit qu'il y a pratiquement une compensation, c'est-à-dire que finalement le bilan terrestre sur le continent, il est quasi nul. Le seul puits net important qui nous a aidé finalement à limiter la teneur atmosphérique est finalement l'océan qui a pompé de l'ordre de 160 gigatonnes de carbone, ce qui correspond à peu près à plus de 60% de ce qui reste dans l'atmosphère lié à cette perturbation. Donc ça donne une perspective, à mon avis, importante justement sur le rôle de l'océan pour pomper le gaz carbonique anthropique. Alors on peut regarder aussi les flux moyens sur la dernière décennie, c'est ça qui est fait sur la partie droite, avec à l'heure actuelle, donc, en moyenne à peu près 11 sur cette décennie, 11 gigatonnes de flux, carbone fossile et déforestation, et d'autre part, pompage biosphérique, continental et dans l'océan, avec un océan qui pompe à peu près la moitié de ce qui reste finalement dans l'atmosphère. Donc on voit avec ces chiffres en fait l'importance du rôle de l'océan dans ce pompage du CO2. Alors il est important de voir aussi que les choses, quand on les considère dans le détail, sont relativement compliquées. Le gaz carbonique n'est pas un gaz inerte dans l'océan, il va s'hydrater et se dissocier ioniquement. Il va former en fait de l'acide carbonique. Donc au départ, c'est un peu résumé sur ce diagramme qui résume le fait qu'il y a à la fois des pompes physico-chimiques et des pompes biologiques du gaz carbonique. Ce qui est représenté ici, bien évidemment, c'est l'interface air-mer. Le flux air-mer dépend en fait le flux net dépend du gradient de pression. Lorsqu'on fait du gradient de pression entre la pression atmosphérique en gaz carbonique qui augmente à cause de nos émissions et la pression partielle de CO2 dissous ou fugacité du CO2 dans l'océan de surface, et ce gradient augmentant, on a donc un flux net vers l'océan. Et ce flux net, en fait, il dépend d'une part de ce gradient de pression, mais aussi d'autres facteurs, en particulier de la solubilité alpha, qui dépend elle-même aussi beaucoup de la température. Plus la température est élevée, moins la solubilité est importante. Et donc, on voit tout de suite que le réchauffement mondial va affecter ces problèmes d'équilibration. Et d'autre part, un facteur K, de vitesse de transfert du CO2 vers l'océan, qui dépend de l'état de surface de la mer, et en particulier, il y a un lien statistique avec la vitesse du vent, qui permet justement une meilleure équilibration. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, la diffusion donc, du CO2 supplémentaire et excédentaire qui va se dissoudre, on va avoir d'autres phénomènes physico-chimiques qui vont se passer dans la colonne d'eau, en particulier en surface, une hydratation suivie aussi d'équilibre acido-basique, et essentiellement dans l'océan, formation d'ions d'espèces chimiques, d'ions en particulier bicarbonate et carbonate, qui sont les deux ions prépondérants dans l'eau de mer. Donc un stock qui est très important, beaucoup plus important qu'il ne serait si le gaz carbonique était un gaz inerte, comme un gaz rare, ou un gaz sans beaucoup de réactions, comme l'azote, par exemple. Donc on a une concentration qui va devenir très élevée. Et d'autre part, il faut faire intervenir, pour bien comprendre ce qui se passe dans l'océan, d'une part en surface et ensuite en profondeur, il faut faire intervenir aussi la biologie qui va avoir tendance à répartir et à d'une part, pomper en surface du CO2 pour faire de la photosynthèse, productivité primaire, et former de la matière organique particulière, des squelettes aussi carbonatés, qui vont à un moment être régénérés, être recyclés, être reminéralisés, souvent en profondeur, essentiellement par des bactéries.
Et c'est cette régénération, c'est ce qui est indiqué sur ce diagramme, ce carbone régénéré, ce carbone dissous lié à cette régénération à partir de la matière organique particulière et les squelettes carbonatés, va venir augmenter en profondeur le carbone inorganique dissous, ou DIC, Dissolved Inorganic Carbon, avec ces deux composantes de régénération à la fois à partir des tissus mous et des squelettes carbonatés. Alors, ce qui est important aussi, c'est que ces réactions sont rapides, mais la dynamique atmosphérique et océanique est telle que le carbone dissous en surface et n'atteint pratiquement jamais la saturation. On parle en fait du carbone préformé en surface, qui est égal finalement à un facteur, enfin, qui est presque égal à la saturation, mais il y a toujours des déséquilibres qui peuvent être positifs ou négatifs. C'est en fait ce qui est indiqué ici. Le carbone préformé en surface, il est égal au carbone à la saturation, plus un facteur de déséquilibre qui va affecter justement de façon tridimensionnelle ces échanges, et donc qu'il faut prendre en compte lors de la considération de ces mesures. Alors, ce qui est important aussi, c'est que ce carbone, à la faveur de la circulation océanique, ces masses d'eau, ce carbone dissous, va aussi plonger en profondeur, être séquestré par advection dans les profondeurs de l'océan, et pendant tout le trajet vers les profondeurs de l'océan, eh bien, ce carbone inorganique dissous, DIC, va augmenter parce qu'on augmente à partir de la valeur préformée de départ en surface, en augmentant sa concentration avec ses composantes de régénération, de reminéralisation en profondeur. Donc c'est ce qui est indiqué ici. Pendant le trajet, le DIC va augmenter parce qu'on additionne le carbone de départ, carbone préformé, avec le carbone lié à cette reminéralisation ou régénération. Alors on s'attend à avoir dans le futur beaucoup de variations de ces différentes pompes biologiques et physiques. C'est ce qui est résumé sur ce diagramme. Je pense que Claire Lomonaco en parlera de façon beaucoup plus détaillée que moi, ainsi que les autres collègues. Mais ici, c'est un diagramme très, très simplifié qui résume un petit peu les trois grandes pompes. La pompe physico-chimique liée à cette solubilisation, les pompes biologiques à la fois concernant les tissus mous, Organic Carbon Pump, et la pompe des carbonates. Et ces trois pompes fonctionnent naturellement, et à cause du réchauffement et de cette dissolution du gaz carbonique dans l'océan, on s'attend à avoir des modifications, notamment avec le réchauffement, on s'attend à avoir une baisse de la solubilité. On aura aussi, à cause de cette invasion, on va affecter aussi les facteurs tampons de l'océan. La dynamique de l'océan, les courants vont être modifiés, en particulier de la circulation profonde, et donc la stratification des masses d'eau va évoluer, et c'est quelque chose qui devrait aussi rétroagir sur le gaz carbonique atmosphérique. Et du côté des pompes biologiques, on peut s'attendre à des changements de la productivité primaire, à des changements aussi de la reminéralisation en profondeur. Et en fait, pour essayer de comprendre ou de prévoir, il va falloir faire la balance ou regarder quels sont les changements d'équilibre, de compensation entre ces différents facteurs. Du côté des carbonates, on peut avoir des changements aussi de la calcification des organismes, ou carrément aussi une dissolution des carbonates présents dans les sédiments. Donc des choses que nous allons discuter aujourd'hui. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir une perspective un peu longue aussi sur ces problèmes de gaz carbonique, de s'échapper de la perturbation anthropique. Et en regardant les données disponibles dans le passé, des données paléoclimatiques, et comme je vous l'ai dit pour le dernier siècle, il est possible de remonter au-delà de l'année 58, avec des mesures directes précises de gaz carbonique atmosphérique. Il est possible de remonter en utilisant les fameuses petites bulles occluses dans les glaces polaires, en particulier de l'Antarctique. Ici, vous avez une petite photo avec des cristaux en lumière polarisée et des petites bulles d'air. Et dans ces bulles d'air, il est possible de mesurer les gaz à effet de serre. Ça, c'est une compilation en fonction du temps pour toute la période historique, depuis 0 jusqu'à l'an 2000, avec une évolution du gaz carbonique très importante. Ici, on est à 420 ppm, la courbe de Mauna Loa, et toute la période historique est représentée ici, le méthane, le N2O, d'autres gaz à effet de serre qu'il est possible de mesurer et qui sont importants pour comprendre les effets radiatifs terrestres.
Mais à cette échelle-là, quand on présente sur une échelle qui va jusqu'à 400 ppm, on voit très bien qu'il n'y a pratiquement pas de fluctuation sur cette période, autre que la perturbation anthropique récente. Alors bon, encore une fois, il serait intéressant de regarder dans le détail ce qui s'est passé à ce niveau-là. Bon, on l'a fait dans certains cours, mais à cette échelle-là, les changements sont relativement faibles. Par contre, il est possible de remonter encore plus loin dans le temps pour voir des changements nettement plus conséquents. C'est ce qui est fait sur ce diagramme, en fait, qui représente des données un peu similaires, c'est-à-dire des mesures directes de P de CO2 dans les carottes de l'Antarctique, en particulier les carottes Epica, avec des fluctuations sur pratiquement 800 000 ans, ici, donc des fluctuations qui sont en fait cycliques pendant le dernier million d'années, où l'on voit des grandes fluctuations, d'énormes fluctuations, à la fois de la température que l'on peut mesurer dans la glace en mesurant certains isotopes, et d'autre part, la P de CO2, enfin la concentration, la teneur atmosphérique en CO2 qui est occluse dans ces fameuses petites bulles d'air. Donc au premier ordre, il faut être impressionné en fait par la covariation entre les deux paramètres, entre la température en Antarctique et les fluctuations du CO2 atmosphérique. Alors, il faut avoir conscience en fait du fait que ces glaciations, elles sont cycliques et elles sont en fait liées. Le moteur principal, le pacemaker la cause ultime de ces variations cycliques, ce sont les fluctuations de l'orbite terrestre qui sont liées à des changements de l'attraction entre différentes planètes et donc qui font fluctuer en fait l'insolation saisonnière à l'échelle de la planète. Donc c'est ce que l'on appelle la théorie astronomique des paléoclimats. Donc c'est ça qui explique en fait ces différentes cyclicités de l'ordre de 100 000, 40 000 et 23 000 ans. Ces différentes cyclicités sont donc liées à des causes astronomiques, mais en plus, il faut faire intervenir aussi comme cause les changements du gaz carbonique, qui est un gaz à effet de serre assez puissant. Et en fait, si on tenait compte uniquement des variations orbitales, eh bien, on ne pourrait pas expliquer les fluctuations de température glaciaire-interglaciaire qui, ici en Antarctique, sont de l'ordre de pratiquement une dizaine de degrés, de plus d'une dizaine de degrés entre les périodes glaciaires. Ici, on voit la dernière glaciation il y a à peu près 21 000 ans, et les périodes interglaciaires, situées ici, dernière interglaciaire, l'interglaciaire actuel, qui est ici, et on remonte avec des fluctuations cycliques dans le temps. Alors, ces grandes fluctuations en fait, de gaz carbonique atmosphérique, elles constituent une rétroaction du système climatique, avec sa composante ce cycle du carbone, qui est lié justement à ce phénomène de glaciation orbitale. Ces fluctuations de gaz carbonique vont en fait amplifier les changements de température et expliquer le fait que les glaciations étaient effectivement très, très intenses. L'autre paramètre qui est important est que ces fluctuations donc, de gaz carbonique correspondent à un stockage de CO2 dans l'océan très important. Ici, on a des fluctuations de l'ordre d'une centaine de ppm, et il faut imaginer que pendant les glaciations, la biosphère terrestre était en fait réduite. Et donc le stockage, le seul réservoir qui a pu stocker, c'est en fait l'océan. On a beaucoup de preuves, je ne vais pas y revenir aujourd'hui, mais de ce stockage de carbone dans les profondeurs de l'océan, en plus de ce stockage qui correspond à l'augmentation ou à la diminution pendant les glaciations de l'ordre d'une centaine de ppm de gaz carbonique atmosphérique. Donc on a des grandes fluctuations du stockage océanique, un peu similaires. Encore une fois, ce sont les mêmes phénomènes physico-chimiques qui interviennent sur des constantes de temps plus longues, mais c'est la même Terre, donc ce sont les mêmes paramètres du système du cycle du carbone et du système climatique qui interviennent. L'autre chose qui est importante, c'est qu'à cette échelle-là, on a l'impression qu'il y a une correspondance absolue entre CO2 et température. Alors c'est un peu à cette échelle, c'est clair que c'est un effet d'échelle. Quand on regarde en fait les détails, on va voir qu'il y a en fait des déphasages et qu'en fait ce gaz carbonique qui fluctue au cours du temps est à la fois une réponse du cycle du carbone aux variations orbitales, mais c'est aussi un des moteurs des changements de température pendant les périodes glaciaires et interglaciaires. Pour le voir, il faut regarder finement les déphasages. La seule période où on ait une vision, je dirais, exacte de ces estimations de déphasage entre CO2
et température à l'échelle mondiale, parce qu'ici, il ne s'agit que des températures de l'Antarctique, donc des températures qui sont régionales. La seule période où on peut effectivement faire le travail de façon fine, c'est la dernière déglaciation. C'est ce que nous avions fait il y a quelques années avec des collègues en compilant en fait des courbes de température de moyenne globale pour la dernière déglaciation, avec cette augmentation, ce changement de pratiquement 100 ppm de gaz carbonique, qui est indiqué ici par la courbe en violet. Et ce que l'on peut voir, c'est que la température moyenne globale suit, en fait. Donc c'est compatible avec le fait que le CO2 participe au premier ordre à l'effet de serre et donc au réchauffement pendant la déglaciation. S'il n'y avait en fait que les fluctuations orbitales, on n'arriverait pas à expliquer l'amplitude des changements glaciaires interglaciaires de température de l'ordre de 5 degrés. Alors il est important, pour aller plus loin et essayer de comprendre finement les choses, on est souvent obligé de considérer des traceurs, en particulier un des traceurs les plus utilisés pour étudier le CO2, à la fois dans l'actuel et dans le passé, c'est le radiocarbone. Alors bon, ici, juste une vue qui récapitule certains faits sur le radiocarbone. Le radiocarbone, c'est un isotope qui est formé dans la haute atmosphère par le rayonnement cosmique, qui se mélange dans le réservoir de CO2. Et à l'heure actuelle, il y a une concentration, naturellement, il y a une concentration qui est à peu près constante dans l'atmosphère. Il y a un brassage, une homogénéisation, et tous les organismes ou les océans vont en fait être plus ou moins en équilibre avec cette concentration à peu près constante de carbone 14 dans l'atmosphère, qui est un marqueur du CO2 atmosphérique. Alors, un des problèmes du carbone 14, c'est qu'il faut les abondances sont en fait très très faibles. Les rapports isotopiques carbone 14 sur carbone 12 sont très faibles, de l'ordre de 10-12 à 10-15 pour ce que l'on veut mesurer. Et donc, il faut des outils relativement sophistiqués. Ce qui est important, c'est que on peut, comme les rapports isotopiques sont très très élevés, souvent, en fait, on va normaliser, on va représenter les données de C14 sous forme normalisée en les normalisant par rapport à la teneur atmosphérique pour soit les représenter sous forme d'excès, soit de déficit par rapport à la teneur atmosphérique. C'est ce qui est fait avec une unité que l'on appelle l'unité de delta C14, grand delta C14. Alors au lieu de les exprimer en pourcent, on les exprime en pour 1000. Mais globalement, lorsque on est à 0 pour 1000, c'est un diagramme en fait qui représente les données atmosphériques des derniers 2 siècles, ici, depuis 1860 jusqu'à l'actuel, de cette concentration, de ce rapport C14 sur C12 atmosphérique, exprimé et normalisé par rapport à l'atmosphère naturelle, qui par définition va donner une composition qui est d'un delta C14 de 0. On a soit des excès, soit des déficits dans l'atmosphère qui vont être générés par certaines causes bien connues et relativement bien comprises. Alors ce diagramme représente les données atmosphériques qui ont été établies pour toute la période du début de l'ère industrielle, à partir, alors il n'y avait pas de prélèvement et pas de mesure C14 pour ces périodes, mais il est possible de remonter dans le temps en mesurant directement le C14 dans les anneaux d'arbres et de voir que la teneur atmosphérique en fait a décru pendant toute cette période de 1860 à 1950, et ceci est complètement lié à l'injection de fuels fossiles qui, eux, sont très anciens. J'ai oublié de dire que le carbone 14 a une période, est radioactif et a une période de l'ordre de 6000 ans, et donc ces carbones fossiles très anciens ne contiennent plus de C14 depuis longtemps. Donc en fait, ce que l'on voit ici, c'est l'image miroir de l'injection de CO2 atmosphérique. D'ailleurs, en fait, la première mise en évidence de l'augmentation du CO2 atmosphérique, avant Dave Keeling, c'était en fait par son collègue de la Jolla, Hans Suess, qui avait montré justement qu'il y avait une dilution du stock atmosphérique par le CO2 des carbones fossiles. Donc on a une diminution, mais bon, à partir de la fin des années 50, il y a eu une autre perturbation anthropique très importante, qui est celle liée aux bombes atmosphériques. Bon, ici, une petite photo d'un des derniers essais à Mururoa. Et ces essais atmosphériques ont généré en fait 1 tonne de carbone 14 thermonucléaire qui s'est mélangé au stock atmosphérique et qui a quasiment doublé, une augmentation de 1000 pour 1000 correspond à un doublement de la teneur atmosphérique en C14 dans les années 60. Et alors il y a eu au départ une hétérogénéité entre les 2 hémisphères, mais au bout de quelques décennies, dans les années 70, il y avait pratiquement homogénéité entre les 2 hémisphères. Et ce que l'on voit ici, c'est une décroissance qui est liée à la diffusion de cette perturbation anthropique thermonucléaire vers les océans. Alors il est possible de regarder
cette diffusion du carbone 14 thermonucléaire en faisant des mesures à l'échelle de la planète et en les compilant. Vous avez ici des diagrammes en fait, qui représentent la contamination globale des eaux de surface et des comparaisons avec l'état naturel qui prévalait avant ces essais atmosphériques thermonucléaires. Cette carte, en fait, ici, qui représente la compilation des résultats dans les années 90, montre que pratiquement tout l'océan présente des teneurs des delta C14 supérieures à 0, c'est-à-dire qu'on est contaminé, effectivement, c'est la preuve qu'on est contaminé, que l'océan de surface est contaminé par du C14 anthropique. En fait, l'état prébombe de surface de l'océan, comme il y a des déséquilibres en océan de surface, était plutôt de moins 50 pour 1000. Mais donc pratiquement tout l'océan est contaminé. Il y a certaines zones qui le sont moins, en particulier ici tout autour de l'Antarctique. Ici, c'est une compilation très ancienne que j'avais faite quand je faisais ma thèse, mais de la comparaison entre les données de surface mesurées dans les années 70 et 80 dans le Pacifique, dans l'Atlantique, en comparaison avec l'état naturel de l'océan, des données que j'avais établies ici pour l'océan Indien, donc une augmentation, et cette augmentation, en fait, on peut la suivre, elle nous sert en fait de traceur pour suivre la diffusion et l'advection du gaz carbonique, à la fois accroché à ce CO2 anthropique, que l'on peut suivre en fait dans les masses d'eau. Alors ici, un exemple typique de profil de concentration ou de delta C14 en fonction de la profondeur établi dans les années 90, ici dans le Pacifique. Bon, il y a des milliers de stations et de diagrammes similaires, mais ce que l'on peut voir, c'est qu'on a en profondeur en fait, des eaux qui sont déficitaires, mais ce déficit en profondeur, il n'a pas encore été touché par la perturbation anthropique, par la perturbation des bombes, à cause de cette diffusion qui est relativement lente en profondeur, de cette advection qui est relativement lente. Et par contre, c'est uniquement en surface que l'on a des valeurs qui sont excédentaires, au-delà de la teneur pré-industrielle qui était de moins 50. On a ici des teneurs, des delta C14 de l'ordre de 100 pour 1000, 150 pour 1000, qui sont la signature en fait, de la présence de carbone 14 des bombes, ici, dans pratiquement tout le premier kilomètre de la colonne d'eau. Il est possible de suivre cette progression de ce traceur transitoire. On peut le regarder dans des coraux, par exemple. Il est possible de prélever des coraux et de compter des cernes comme dans des arbres. On appelle cela de la sclérochronologie, et pour pouvoir reconstituer une échelle de delta C14, au même titre que ce que l'on a vu pour l'atmosphère. Ici, c'est plusieurs coraux qui sont comparés pour le Pacifique, avec du nord au sud, en fait. Essentiellement, c'est un transect latitudinal, avec des évolutions du delta C14 à partir de l'état pré-bombe et une augmentation très nette à partir des années 60. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, l'augmentation qui était d'un facteur 2 dans les années 60 dans l'atmosphère, elle est retardée dans l'océan et elle est beaucoup plus lissée. Ici, on monte à peu près à 150 pour 1000, ce qui est beaucoup plus faible que l'augmentation de 1000 pour 1000 atmosphérique, un doublement. Alors, il est possible de cartographier aussi, faire l'inventaire du C14 des bombes. Ici, c'est une carte qui vous présente le C14 des bombes intégré à l'année 75, justement, pendant ce maximum de contamination de surface, avec exprimé ici en 10 puissance 9 atomes par centimètre carré. Et ce que l'on retrouve, en fait, c'est finalement la même chose que ce que l'on avait vu pour le CO2 anthropique. Le total CO2 anthropique, c'est qu'il y a des hétérogénéités qui sont complètement liées en fait, à la dynamique de l'océan. On voit en particulier une contamination très importante au niveau de l'Atlantique Nord, intégrée sur la colonne d'eau, et en particulier le Pacifique Nord, qui est beaucoup moins contaminé, mais d'autres zones, en particulier australes, qui le sont un peu plus. Donc des choses qui sont essentiellement liées à la dynamique océanique, et en particulier à la circulation méridienne de retournement, Meridional Overturning Circulation, où on utilise aussi souvent le terme incomplet de circulation thermohaline, qui est souvent représentée par un énorme tapis roulant avec une plongée d'eau profonde en Atlantique Nord qui vient ensuite réalimenter toutes les profondeurs de l'océan pour remonter à la fois dans le Pacifique et dans l'océan Indien. Ici, une cartographie un peu plus exacte des phénomènes qui montrent en fait essentiellement aussi que les localisations de ces plongées d'eau profonde en Atlantique Nord. Et le C14 en fait permet aussi de suivre dans les eaux profondes qui ne sont pas contaminées encore par ce signal de carbone 14 thermonucléaire. On peut suivre en fait le déficit
des eaux profondes à partir du C14 naturel. Et ce que l'on voit ici, ce sont des gradients qui suivent très clairement la circulation thermohaline. Cette circulation thermohaline, on a des delta C14 qui sont relativement faibles, indiqués ici en orange ou en jaune, pour l'Atlantique Nord, et ça va jusqu'à des déficits de pratiquement 25%, ou moins 250 pour 1000 pour le Pacifique Nord. Comme le carbone 14 est un isotope radioactif, ça sert aussi à dater, eh bien on peut calculer carrément des âges apparents de carbone 14 pour ces eaux profondes. C'est ce qui est fait, ce sont les mêmes données, et c'est ce qui est fait sur ce diagramme présenté en haut, cette cartographie, qui représente exactement les mêmes données, mais sous forme d'âges apparents, au sens du carbone 14, avec des âges qui sont relativement faibles en Atlantique et beaucoup plus anciens, de l'ordre de 2000 ans, pour le Pacifique Nord. Donc on retrouve exactement la même, c'est l'image miroir de ce que je vous ai montré sur les concentrations, avec ces âges apparents. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer ces âges apparents avec les concentrations de CO2 total dissous, ce fameux DIC, Dissolved Inorganic Carbon, exprimé ici en micromoles par kilo. Alors c'est pas tiré du même papier, donc la cartographie n'est pas agencée de la même façon, mais on retrouve exactement les mêmes patrons, enfin les mêmes éléments, avec des âges apparents qui sont relativement faibles en Atlantique Nord, très élevés dans le Pacifique, et des concentrations de total CO2 qui sont plus faibles en Atlantique que le Pacifique. Ce qu'il faut voir, et tout ceci est lié justement à ce facteur de régénération, de reminéralisation. Il faut imaginer, je vous avais parlé du carbone préformé, donc il faut imaginer que ce carbone va être advecté en profondeur, et pendant tout le trajet, qui dure plus de 1000 ans, il va y avoir reminéralisation et augmentation du DIC avec ce facteur de régénération à partir essentiellement de la matière organique qui va repartir en solution sous forme de CO2 total dissous. Donc on a une augmentation. Alors ce qu'il faut voir aussi sur ce graphique, c'est que l'augmentation, elle est importante, mais elle n'est pas en comparaison avec la concentration totale, ce n'est pas elle qui domine. On a des concentrations toujours très élevées dans l'océan, à cause justement de cette dissociation acido-basique. On part ici avec des concentrations de l'ordre de 2150 micromoles par kilo, et dans le Pacifique, on atteint 2350. Donc l'augmentation, elle est importante, mais elle n'est pas, on n'est jamais en déficit de carbone, mais on voit très clairement cet effet de régénération. Alors il est possible, je vois que l'heure tourne et que je suis un peu long, il est possible en fait de reconstituer ce type de choses, enfin d'étudier le carbone 14 de la même façon dans le passé. Et dans ce cas-là, les choses sont compliquées parce qu'il faut des archives qui soient adaptées. Et en particulier, ce que l'on utilise pour reconstituer, on aimerait effectivement avoir le même type de traçage pour la période glaciaire et cette transition glaciaire-interglaciaire. Les archives que l'on utilise pour reconstituer, parce qu'il faut reconstituer les teneurs atmosphériques de carbone 14, ce sont des anneaux d'arbres. On peut remonter dans le temps en faisant des mesures de carbone 14 dans les anneaux d'arbres. Et on fait des mesures aussi dans l'océan, à la fois en prenant des foraminifères, des organismes planctoniques, des organismes benthiques, des foraminifères benthiques, ou des coraux, à la fois en surface et en profondeur, qui nous permettent de reconstituer les teneurs de carbone 14 à l'échelle de la planète. Alors sur ces constantes de temps de l'ordre des derniers 50 000 ans, qui sont étudiées avec le carbone 14, une des complications, c'est que le rayonnement cosmique a varié, alors pour des raisons que je ne détaillerai pas aujourd'hui, mais il faut en tenir compte. Et alors c'est ce que nous faisons. On utilise en particulier d'autres isotopes, mais donc là, il y a d'autres composantes que ce cycle du carbone qui vont influer, qui vont en fait modifier les teneurs en carbone 14, mais on a des paramètres qui nous permettent de reconstituer, de séparer les différentes causes. Alors, tout calcul fait, voici un panorama en fait, des derniers 50 000 ans pour ces teneurs en carbone 14 atmosphériques d'abord. C'est quelque chose que nous avons publié l'année dernière, en fait, une reconstitution de la teneur atmosphérique, du rapport, enfin, du delta C14 atmosphérique au cours du temps, comparé ici sur une échelle qui va de gauche à droite, depuis 50 000 ans jusqu'à l'actuel, avec des fluctuations qui sont, comme vous le voyez, en antiphase avec ce que l'on a vu être les fluctuations de gaz carbonique atmosphérique, avec cette augmentation pendant la dernière déglaciation. L'augmentation anthropique, elle est là, 400 ppm.
Donc il y a une anticorrélation, donc on se doute qu'il y a probablement des causalités derrière, mais encore une fois, une partie en fait, de ce signal est essentiellement liée à ces changements du taux de production, mais il y a quand même un signal résiduel qui est lié à des phénomènes liés au cycle du carbone. Pour rappel, ici, 2 courbes de paléotempérature qui montrent que pendant la glaciation, il faisait effectivement plus froid. Là, j'ai sélectionné 2 courbes, une dans l'Atlantique, une en Antarctique, qui montrent cet effet de changement de température de l'ordre de plus de 6 degrés à l'échelle de la planète pendant cet épisode de déglaciation. Alors, il y a des centaines, en fait, non, des dizaines en fait, de mesures dans des carottages de sédiments qui ont permis, à partir de foraminifères benthiques, de reconstituer l'âge moyen de l'océan profond. Et en règle générale, ce que l'on observe, c'est généralement une augmentation de l'âge apparent pendant la glaciation, qui est résumée en fait, sur ce panneau. Donc les foraminifères aussi... des exemples en fait, de foraminifères qui nous permettent en fait, de mesurer avec les accélérateurs les teneurs en carbone 14. Ici, un profil qui résume toutes les données actuelles pour l'océan profond entre 1000 et 5000 mètres de profondeur, de la différence d'âge entre l'atmosphère et l'océan profond. Et l'âge moyen, en fait, comparé avec la courbe rouge qui représente la situation actuelle, a augmenté en moyenne de l'ordre de 700 ans. Alors, on peut cartographier les choses sous la forme d'une section océanique, à la fois pour l'Atlantique et le Pacifique, depuis le nord de l'Atlantique jusqu'au nord du Pacifique ici, pour retrouver des choses qui sont similaires au point de vue de leur disposition à la circulation actuelle. On voit un océan Atlantique en profondeur qui est plus jeune que l'océan Pacifique, mais encore une fois, les déficits sont plus creusés, donc on a une augmentation de l'âge moyen C14. Alors cette augmentation, elle n'est pas seulement due à la vitesse qui serait plus lente de la circulation en profondeur, elle est aussi liée au fait qu'il y a des déséquilibres en surface, ces fameux déséquilibres dont nous avons parlé pour la dissolution et pour ce qui se passe en surface pour le carbone. Ces déséquilibres sont liés en particulier à la glace de mer, sont liés aussi à la teneur atmosphérique qui était plus faible, donc les échanges étaient plus faibles. Et donc il faut faire la part des choses, mais il est très clair que l'âge moyen avait augmenté, et ceci est en cohérence aussi avec la séquestration globale plus importante pendant la glaciation. Comme on l'a vu, on a une corrélation à l'heure actuelle entre le DIC et les âges moyens. Donc on s'attend, à cause, au moins qualitativement, à avoir un stockage plus important, une séquestration plus importante de CO2 total dans les océans profonds. Alors il y a beaucoup de complications qui sont liées à la fois aux pompes physiques et pompes biologiques. Je n'ai absolument pas le temps de les mentionner aujourd'hui. On peut regarder de façon assez fine les transitoires pendant la période de déglaciation pour essayer de compiler les différents enregistrements qui sont relativement bruités. Ici, c'est un exercice que nous avons fait récemment de compilation de toute la littérature sur le sujet, avec des séries temporelles qui, elles, ici varient de droite à gauche, donc le temps zéro est ici, par convention, et toutes ces séries temporelles représentent l'âge apparent de l'océan avec un axe qui est inversé. Les âges importants sont en bas, ici en surface, on a 1000 ans de différence, ici c'est 4000 ans, tout est gradué en milliers d'années, et ce que l'on regarde, en fait, ce sont les transitoires pendant la période de déglaciation. En particulier, on essaye de voir s'il y a des relations avec la dynamique océanique que l'on peut regarder avec d'autres traceurs, en particulier des traceurs de la circulation méridienne, en particulier le rapport protactinium sur thorium, ici, qui vous est représenté ici. Donc on peut regarder des détails et pour essayer de mieux comprendre comment cette augmentation de gaz carbonique s'est déroulée et quels ont été les mécanismes pendant la déglaciation. Une dernière vue de données vous montre ici un exercice qui s'est focalisé en fait sur la zone australe à partir d'une part de foraminifères benthiques, encore une fois une échelle temporelle qui va de droite à gauche, ici des âges en milliers d'années. On retrouve ici en haut la courbe qui est représentée de CO2 atmosphérique avec cette fameuse augmentation de l'ordre d'une centaine de ppm pendant la déglaciation. Et ce qui a été étudié par les collègues ici, c'est le C14, la concentration en C14, la différence entre l'atmosphère et l'océan profond à partir de coraux benthiques, de coraux qui vivent en profondeur de l'océan et de foraminifères benthiques. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'en fait, l'océan glaciaire austral était très stratifié
en profondeur, il y avait entre 3000 et 4000 mètres de profondeur, des âges très anciens. Alors ici, on s'est gradué en delta par rapport à l'atmosphère, en delta C14. Ici, j'ai remis 2 âges juste pour donner l'échelle en âge apparent, 800 ans ici et pratiquement 6000 ans ici. Donc on avait, pendant la glaciation, un océan austral qui était très stratifié, avec des profondeurs très anciennes et des profondeurs en surface qui étaient plus jeunes. Et pendant cette période qui a vu le gaz carbonique augmenter dans l'atmosphère, pendant cette période de 15 000 à 18 000 ans avant le présent, il y a eu en fait une réhomogénéisation de toutes ces masses d'eau qui, très probablement, sont liées à une injection de gaz carbonique vers l'atmosphère à la faveur justement de cette diminution de la stratification dans l'océan austral. Donc l'océan austral serait une des sources principales en fait, de ce CO2 au début de la déglaciation. Voilà, donc j'ai encore une fois beaucoup parlé, mais c'était essentiellement pour illustrer le fait qu'on a finalement des phénomènes qui sont assez similaires entre les différentes périodes, et on peut finalement faire des parallèles parce que les mécanismes finalement sont les mêmes, et finalement les seules perturbations qui sont équivalentes à la perturbation actuelle au point de vue taille, au point de vue amplitude de gaz carbonique, sont ces fluctuations glaciaires interglaciaires que l'on peut étudier finement, alors moins finement que pour la période actuelle, mais les mécanismes et l'océan et la biosphère étaient en fait les mêmes, et les mêmes paramètres physico-chimiques intervenaient aussi. Donc je vais vous laisser avec quelques conclusions et perspectives sur le fait que depuis le début de l'ère industrielle, donc l'océan a séquestré vraiment une quantité très importante. C'est le seul puits net finalement quand on regarde les choses de loin, et que la quantité est quasiment équivalente à 60% de l'augmentation atmosphérique. Et on va voir que pour le futur, les incertitudes concernent à la fois les pompes physiques et biologiques, que les variations glaciaires nous aident aussi, constituent en fait un cas d'école qui est encore utile à l'heure actuelle pour comprendre et modéliser ces changements du cycle du carbone. Et j'ai essayé d'illustrer de façon très rapide le fait que l'on a besoin aussi de traceurs. Je vous ai parlé du carbone 14, je n'ai pas parlé du carbone 13 qui est un traceur complémentaire, qui nous servent aussi à la fois dans le passé et pour l'actuel pour mieux étudier et mieux tracer ces mélanges et ces répartitions entre les différents réservoirs. Et cette science, finalement, elle évolue chaque année. Et il y a effectivement une révision perpétuelle, finalement, des chiffres et des contributions respectives des différentes composantes du cycle du carbone. Je vous remercie de votre attention.